Voilà. Alors, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire sur le thème Comment guérir l'enfant en soi et assumer sa place de leader dans le monde. Donc, nous sommes ce soir avec comme conférencière invitée Cardieta Rachel Ekué qui nous rejoint depuis les États-Unis, qui est consultante, stratège, qui est formée en, comment dire, tout ce qui est neurosciences. Euh, Elle est également experte en branding. Elle est également experte en optimisation opérationnelle et elle est experte également en transformation digitale. Et notamment son expertise, son battement de cœur, c'est comment équiper les leaders, équiper les hommes d'affaires, notamment les hommes d'affaires chrétiens, les hommes d'affaires du royaume et femmes d'affaires d'ailleurs, à déployer leur plein potentiel en utilisant toutes les aptitudes que Dieu leur a données dans leur cerveau. Le cerveau, c'est la tour de contrôle de l'être humain. Le cerveau, c'est comme notre ordinateur qu'on transporte tout le temps en nous. Et si notre ordinateur personnel est virusé, vérolé, qui manque de mémoire, qui manque de puissance, on sera handicapé pour faire ce qu'on a à faire en fait. Et c'est la même chose qui se passe avec notre cerveau. Alors, sans plus tarder, je lui passe la parole pour qu'elle puisse se présenter plus en profondeur que ce que je l'ai fait. Et puis, bien sûr, après ce temps d'échange, nous aurons, après sa présentation, nous aurons un temps d'échange, de questions-réponses où vous pourrez voilà, poser vos questions et Carlita pourra apporter ses réponses. Je t'en prie, Carlita, à toi la parole. Merci, Rosemary, merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. On n'est pas nombreux, donc je pense on peut très facilement, à tout moment, je pense, lever la main ou juste au niveau de la barre de réaction, pouvoir interagir. Je rappelle juste ce que j'appelle les protocoles d'engagement quand on est en ligne. C'est toujours mieux quand on a la caméra parce que ça permet de créer une interaction plus intéressante, plus vivante. Les micros off si vous n'êtes pas en train de parler, la barre de réaction. À tout moment, vous pouvez toujours laisser des commentaires. Je crois que Rosemary pourra les lire. Et Oui. si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser dans le chat ou je ne sais pas s'il y a une barre spécialement pour les questions-réponses ou bien comment est-ce que c'est monitor, mais tu nous diras, Rosemary, comment faire. Je suis plutôt du genre à être interactive, donc si je n'ai pas besoin d'attendre à la fin forcément pour qu'on se pose des questions, mais j'aimerais bien arriver à la fin. Donc, si à un moment ou à un autre, pendant que je présente, vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, au fur et à mesure, en fonction du temps qui nous reste, on pourra donc aller sur le reste de la présentation. Rosemary, tu n'hésites pas à me dire aussi si Oui. on déborde, etc. J'ai à peu près une vingtaine de slides, donc je pense qu'on pourra s'en sortir. L'idée pour moi, c'est de pouvoir faire, on va dire, une demi-heure de présentation, et puis après, demi-heure, 40 minutes de présentation, et puis après le reste des échanges. Parce que je crois que c'est un peu le but, hein, c'est de pouvoir échanger beaucoup plus que de pouvoir venir vous faire une Cours. présentation Voilà. Voilà, formelle comme si vous étiez dans un cours. voilà, c'est ça. Et puis, D'accord. effectivement, donc à tout moment, vous pouvez donc soit laisser vos questions comme elles vous viennent au fur et à mesure dans le chat, et puis on les reprendra à la fin, ou bien vous pouvez lever la main, voilà, et puis à ce moment-là, on vous donnera la parole pour pouvoir poser votre question. Voilà, je t'en prie, Carlita. Merci. Très rapidement, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai j'ai plus de 19 ans d'expérience en tant que consultant, communication, branding, transformation digitale depuis plus de 10 ans.
et coach depuis 2017. Et j'ai décidé donc de me spécialiser dans tout ce qui est neurosciences depuis 4-5 ans maintenant. Et récemment, même de ces derniers mois, j'ai encore euh, accentué, on va dire, ma spécialisation en gestion de l'anxiété et de la dépression. Donc, j'ai travaillé avec pas mal de grands groupes. Je suis actuellement expert consultant sur des projets UE, sur 2 projets qui sont basés, un en Éthiopie et l'autre en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé avec la GIZ pour leur certification ISO pendant 1 an et je suis actuellement consultant, donc coach, et en train de développer des programmes spécifiquement sur ce que j'appelle les développements neuronaux. C'est un mot qui n'est pas très connu. Les gens utilisent souvent la programmation neurolinguistique, mais la programmation n'est qu'une partie en fait de tout ce qui est neurosciences. Donc ce programme, je l'ai intitulé Neuro, Neuro qui en anglais veut dire naviguer, euh, navigate, elevate, understand, rewire, adapt and adopt and lead. Donc, quand on traduit en français, ça donne naviguer avec précision, donc votre voie neuronale, c'est-à-dire avoir une conscience de ce qui se passe, de ce qui vous anime, de comment est-ce que vous réagissez, élever votre intelligence émotionnelle pour avoir une meilleure relation avec vous-même, une meilleure relation avec les autres et pouvoir communiquer euh, de façon plus efficiente en tant que leader. Je crois que c'est important d'avoir une communication claire. Comprendre et exploiter les modèles culturels, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est un peu ma touche parce que j'ai pas mal voyagé et je trouve que chaque pays a sa façon de communiquer. Et en fonction de là où vous vous trouvez, c'est important que vous puissiez vous adapter votre communication, ou du moins votre style de communication, à la culture de ce pays-là. Donc, le recablage, on dit recablage, rewiring, pour dire la reprogrammation, donc, qui est le système le plus connu, qui est la PNL, pour ceux qui connaissent, ou la programmation neurolinguistique. Et puis, adopter donc des pratiques de leadership qui sont plutôt souples et conciliantes, donc pouvoir s'adapter à différents milieux et pouvoir mener avec un objectif clair qui, pour moi, est celui de construire un héritage multigénérationnel. En anglais, on dirait legacy. Il y a des mots qui sonnent beaucoup mieux en anglais qu'en français. Mais bon, c'est ça. L'idée, c'est pas juste de, par exemple, si vous êtes dans une entreprise, de se dire, OK, je vais au travail, je fais mon 9 à 5 et puis je rentre. Non, l'idée, c'est, OK, je fais mon 9 à 5, mais derrière, qu'est-ce que je veux construire, qu'est-ce que je veux laisser comme trace sur, ou comme empreinte sur la terre, qu'est-ce que je veux euh, avoir comme héritage ici-bas. Parce que je suis de ceux qui croient, en tout cas, qu'on est tous ici pour une mission. Et donc, c'est un peu ma philosophie. Et ma façon aussi de lead mes équipes, c'est de toujours mettre l'humain au cœur de tout. Donc, j'ai 3 mots qui définissent un peu ma vie. C'est donc la vérité, truth, faith, la foi et l'amour. Donc, toujours, toujours, par ces 3 mots, mon cadre un peu de tout ce que je fais, c'est d'être sûr que tout ce que je fais rentre dans ces 3 mots. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une authenticité, il faut qu'il y ait une vérité profonde dans ce que je fais. J'ai beaucoup de foi. J'ai une foi vraiment, c'est difficile de me dérailler, de me faire croire autre chose que le fait que je peux faire vraiment des choses, comme dirait la Bible, déplacer les montagnes. Je suis une aventurière dans l'âme parce que je pense que la vie en soi est une aventure, c'est un cheminement et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses auxquelles je crois, mais je crois surtout au pouvoir de l'amour. Et comme je dis souvent, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'économie sans société, il n'y a pas de société sans culture, et il n'y a pas de culture sans êtres humains. Et donc, l'humain doit être au centre de tout ce que nous faisons. Et c'est important qu'on garde ça en tête parce que souvent, quand on est, quand on est dans certaines situations, on a tendance à oublier que c'est l'humain qui compte.
Et donc, en tant que chef d'entreprise, des fois, on a tendance à mettre les objectifs avant les hommes. Et c'est important de revenir sur le côté humain parce que c'est vraiment le centre du moins moi, ma façon de voir le monde. Euh, Aujourd'hui, on est là pour parler de comment guérir l'enfant qui est en soi, pour pouvoir justement assumer sa place de leader et se positionner, ou alors se positionner comme un leader dans ce monde. C'est important pour moi, personnellement, parce que je trouve que ce soit sur un plan spirituel ou sur un plan physique, les traumas sont un moyen très puissant, en fait, de maintenir quelqu'un sous le joug, de maintenir une personne prisonnière de son passé, de maintenir une personne dans dans une espèce de cadre, soit par la colère, soit par la frustration, soit par la perte de l'estime de soi. Et on va parler de tout ça tout à l'heure. Mais je voulais d'abord définir le mot trauma. Donc, c'est très important pour moi donc des définitions parce que ça permet de comprendre exactement le sens du mot qu'on utilise. Le trauma est défini de façon psychologique comme une réponse complexe à un événement ou à une série d'événements qui est perçue comme extrêmement menaçante ou bouleversante et qui dépasse la capacité d'une personne à y faire face. Il y a plusieurs autres définitions, mais moi, personnellement, je définis le trauma comme un événement euh, qui se greffe et qui mute notre ADN. C'est vraiment, c'est pas tant que ça ce qui se passe, c'est ce qui reste après ce qui s'est passé, ce qu'on retient de ce qui s'est passé et qui nous hante, qui a créé une plaie qu'on souvent on fait semblant de prétendre que la plaie elle est guérie. Et en réalité, dès que quelqu'un effleure, ben, on a des réactions. On a des réactions, on a une façon de faire qui nous-mêmes nous éloigne en fait de notre identité primaire. Et le trauma a une tendance à changer notre façon de voir les choses, à changer notre façon même d'aborder et de vivre notre vie. Donc, ça participe à une perte, pour moi, personnellement, de ma perception, et je pense que c'est prouvé aussi scientifiquement, de notre identité, de l'estime de soi, et on va développer ça tout à l'heure. Donc, je vais d'abord commencer par vous montrer un peu la science derrière le trauma, ce que j'appelle l'anatomie du trauma. Et l'impact sur le leadership. Puisqu'on est dans le cadre du leadership, le trauma a tendance à vous faire perdre votre façon de réguler votre émotion. Il y a souvent de la colère, il y a souvent des frustrations, il y a souvent de l'incompréhension. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer sur un plan même scientifique au niveau du cerveau, comment est-ce que ça affecte donc votre lobe préfrontal, qui est donc la partie du cerveau où les décisions sont prises, où les événements sont donc traités, etc., afin de venir à des décisions. Comment est-ce que vous avez votre gland, donc je crois que c'est l'amygdala qui retient donc la mémoire. Et on va essayer de rentrer un peu pour vous expliquer ça. Mais de façon un peu simple, je dirais que les expériences traumatiques altèrent votre fonctionnement en tant que leader parce que donc, ça implique donc la régulation des émotions, ce qu'on appelle souvent l'intelligence émotionnelle. Ça régule votre prise de décision, ça régule votre capacité à communiquer, ça régule votre gestion du stress et votre capacité à établir des relations interpersonnelles qui soient saines. Donc, vous avez souvent dans des entreprises des leaders qui sont, entre guillemets, un peu grincheux ou qui ont un comportement qui, des fois, ne sont pas toujours compris de leurs employés, mais c'est parce qu'eux-mêmes, des fois, ont des événements qu'ils ont vécus, mais que souvent, surtout dans notre culture africaine, on ne parle pas de trauma, on ne parle pas des, des santé mentale. C'est des sujets qu'on n'aborde pas en Afrique. Donc, parlons de donc, l'anatomie du trauma ou alors la réponse traumatique. Un petit schéma du cerveau. Je ne sais pas si tout le monde arrive à voir. Oui? D'accord. Alors, le lobe préfrontal, c'est le centre un peu de contrôle. C'est celui qui permet de vous prendre des décisions exécutives, de pouvoir donc
procéder à tout ce qui est traitement de l'information, etc., etc. Je vais m'accentuer sur trois essentiellement. Donc, le lobe, l'hippocampe, qui est donc celui de la mémoire. C'est celui qui retient donc tous les événements essentiels qui se sont passés, comment ça s'est passé, etc. C'est là où vous stockez votre mémoire. Et je crois que le troisième, c'est le... Alors, je n'arrive pas à le voir. L'hypothalamus. Voilà. Non, ce n'est pas l'hypothalamus, excusez-moi. C'est celui qui régule votre capacité à contrôler donc votre... non, il n'apparaît pas ici. Je vais le montrer sur le schéma de tout à l'heure. Donc, c'est le cortex préfrontal. On a donc l'amygdala, mais il n'apparaît pas ici. Et il y a donc l'hippocampe que je vous ai montré tout à l'heure. Les traumas affectent votre système nerveux. Et il y a une étude, bon, en Afrique, on n'a pas vraiment de chiffres. Donc, je vais vous parler d'études qui ont été faites ici, aux États-Unis, qui montrent le rapport entre des enfants qui ont grandi dans des environnements adverses ou des environnements stressants et des maladies chroniques comme l'asthme, comme, comment dirais-je, la capacité à développer le cancer parce que ça affecte le système immunitaire. Le trauma crée en fait comme un virus au niveau de votre cerveau qui à ce moment-là se propage dans votre corps. Et donc, c'est un mal qui est tellement répandu que c'est devenu presque quelque chose de normal. Surtout, encore une fois, dans notre environnement où on nous apprend en tant qu'Africains à toujours grandir en étant fort, en ne se plaignant pas, en continuant juste à avancer dans la vie comme si de rien n'était. Et donc, ça commence à un âge très tôt. C'est défini dans le domaine comme ce qu'on appelle les EIA, donc les expériences infantiles adverses, qui sont des expériences qui désignent des événements traumatiques chez les enfants, répartis en 4 catégories majeures. Donc, tout ce qui est maltraitance, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit sexuel ou que ce soit même spirituel. Négligence physique ou émotionnelle, dysfonctionnement familial, tout ce qui est divorce, tout ce qui est comment on appelle ça, les parents qui souffrent de toxicomanie ou qui sont alcooliques ou des parents qui sont incarcérés, tout ce qui concerne les séparations, même en tant qu'adulte, c'est-à-dire que quand vous quittez une relation, tout ce qui est trahison, tout ce qui est environnement socio-culturel, la pauvreté, les guerres, toutes ces choses-là, en fait, affectent votre capacité à prendre des décisions, votre capacité à vous développer. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est que jusqu'à l'âge de 12 ans, le cerveau d'un enfant n'est pas encore complètement développé. Et pendant que le cerveau essaie de se développer, ben, l'enfant subit des traumatismes, subit des maltraitances ou alors est négligé, etc. Et ça fait que ça affecte même la capacité du cerveau à se développer complètement. Et c'est même scientifiquement prouvé que ça arrive même des fois au moment enfin, pendant que la mère est enceinte. Le trauma commence pendant que la mère elle est enceinte. C'est-à-dire que si par exemple, euh, euh, pendant sa grossesse, elle est dans un environnement où soit le mari est violent, ou alors il y a des choses qui sont dites à propos de sa grossesse, ou bien si la grossesse n'est pas désirée. En fait, tout ce qui se passe dans sa tête est répercuté en fait au niveau de l'embryon. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est insidieux, c'est quelque chose qui est presque invisible, mais qui est réel parce que ça a des conséquences réelles sur la santé physique, sur la santé mentale, sur la santé émotionnelle. Et il y a une Américaine qui s'appelle Nadine Burke Harris, qui a été la pédiatre américaine pionnière justement de cette recherche-là ici aux États-Unis et qui a montré comment est-ce que le trauma était en fait un mal
pour la société parce que ça affectait les individus dans même l'obésité, dans leur environnement, dans les problèmes de développement même en tant qu'adulte. Et on ne parle pas que des populations noires, on parle aussi des populations caucasiennes. Donc, c'est vraiment pas un problème de noirs, c'est un problème général. Et donc, elle a fait pas mal d'expériences et il s'avère que de ces études, on a découvert par exemple que 64% des adultes qui ont vécu des situations, des expériences infantiles adverses, ont, par exemple, sont plus exposés à des maladies comme le cancer, à des maladies comme l'asthme. Ils vieillissent plus vite. Ils ont du mal, par exemple, à, à avoir une santé mentale qui est saine. Ils sont plus exposés à la dépression, à l'anxiété, aux tentatives de suicide, etc., etc. Les maladies chroniques, etc. Donc, c'est vraiment un mal qui est, qui est, à la limite, on n'en parle pas, mais qui est très important pour le développement d'une personne, en tout cas jusqu'à l'âge de 12 ans. Et des études montrent qu'en tout cas ici aux États-Unis, plus de 60% des enfants ont subi au moins une expérience infantile adverse. En Europe, on parle en gros entre 20 et 80% en fonction de ce que la société européenne appelle donc les expériences infantiles adverses. En Afrique, on n'a pas vraiment de chiffres, mais vu la pauvreté, vu l'instabilité sociale, on est très proche de 80-90% des Africains qui ont subi une expérience infantile adverse. Donc, l'impact que ça a sur, encore une fois, la santé est vraiment importante. Donc, ce sont souvent des cicatrices psychologiques qui affectent donc de façon psychomatique et le développement en fait de vos neurones, donc de vos capacités intellectuelles. Ah, oups, attendez, mon écran, j'ai un seul écran, il a décidé de déconner, donc je ne vous vois plus. Donnez-moi 2 secondes. Et, OK. Vous me voyez? C'est bon? Oui, on te OK. voit. OK, super. Donc, ça crée un stress chronique, comme je le disais tout à l'heure. Ça atteint votre système nerveux, ça atteint votre système endocrinien, ça atteint votre système immunitaire et ça crée des inflammations même au niveau de votre corps et au niveau de votre développement cérébral. Donc, je me répète un peu, c'est les mêmes glands qui sont impliqués, donc l'amygdalia, l'hippocampe et le cortex préfrontal pour tout ce qui est donc régulation émotionnelle, mémoire et fonction exécutive. Et quand on parle de fonction exécutive, on parle de la capacité à prendre des décisions. Vous avez des questions jusque-là ou ça va? Je vais trop vite, c'est bon, le rythme, c'est bon, ça va? Oui, d'accord, OK. Pour moi, ça va. OK. Les autres, ça va? Mettez un dans le chat si Oui, ça va. ça va. Ok. OK, super. Et donc, que je passe au suivant. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc, je parle d'études qui ont été faites ici aux États-Unis, hein, parce qu'encore une fois, c'est difficile d'avoir des chiffres en Afrique. Et comme je ne suis pas sur le territoire français, je ne sais pas trop. Mais les risques, par exemple, d'AVC sont 2 à 2 fois et demi plus élevés quand on a vécu des expériences infantiles adverses. Le type de diabète, l'obésité, même sur l'apparence physique, puisque comme je le disais, pendant que l'enfant est en train de se développer, c'est le moment où souvent ces traumas se passent. Et je ne sais pas combien de personnes sont chrétiens ici, mais dans mon livre, je parle aussi de comment est-ce que justement les traumas et ces abus qui se passent participent en fait à briser en fait votre esprit et donc à briser votre âme. Et c'est dans ce processus-là, justement, de traumatisme et d'abus, que si vous ne faites pas, vous ne prenez pas la décision de façon consciente de rester sur une voie, on va dire,
de suivre Jésus ou bien de faire les bons choix, ben, très facilement, on va échanger la souffrance contre de l'alcool. On va commencer à rentrer dans, dans des dérives, en fait, sexuelles ou bien autres, qui vont faire que vous allez commencer à pervertir votre corps, à pervertir votre âme et à maintenant rester dans un cycle qui peut être assez malsain pour vous, même spirituellement. Donc, c'est vraiment très important. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on n'a qu'une heure de temps, mais il y a tellement à dire sur le sujet que vraiment, on peut vraiment rentrer en long, en large. Alors, la partie qui nous intéresse le plus ce soir, je pense que c'est l'identité. Comment est-ce que le trauma participe à l'identité? Quand vous avez été abusé, quand vous avez été maltraité, quand on vous a négligé, vous avez tendance à ne plus avoir une bonne mesure de votre estime de soi. Vous avez tendance à perdre, vous n'avez plus confiance en vous, vous avez du mal à vous sentir accepté, vous avez du mal même à savoir qui vous êtes en réalité, à savoir, à vous valoriser. Et vous grandissez comme ça avec cette espèce de mal-être ou de malaise où souvent les gens commencent soit à se retirer ou soit au contraire à développer une façade. Et donc, ça impacte fortement votre capacité à vous percevoir et donc forcément à avoir les interactions avec les gens. Donc, vous allez voir que souvent, quand on est enfant, comme je dis souvent, il y a 3 phases dans, dans, dans la formation du caractère d'une personne. Et ces 3 phases sont liées en fait à des traumas, en guillemets, où le premier, généralement, vous ne vous sentez pas worth it, like, vous sentez que vous n'avez pas de valeur, voilà. Le deuxième, généralement, c'est vous ne vous sentez pas accepté. Donc, il y a voilà, cette séparation qui se passe. Et le troisième, qui arrive souvent entre 17 et 25 ans, c'est la partie où vous vous rendez compte que, OK, je n'ai personne sur qui compter, je vais devoir me débrouiller tout seul. Et en fonction de ces 3 événements, de ce qui a été dit ou de ce qui a été fait, ou de l'interprétation que vous avez faite, en tout cas de ce qui s'est passé, ça fait que vous développez en fait une identité qui donc vous permet de vous protéger de, du mal, en fait, du stress. Et il y en a même si, par exemple, la personne ou l'enfant qui a été abusé est toujours dans l'environnement à vivre avec l'abuseur, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'enfant va se détacher psychologiquement et va commencer en fait à dédoubler sa personnalité, des fois même à développer plusieurs personnalités, juste pour pouvoir se détacher en fait de la douleur, se détacher en fait du mal ou se détacher de cette personne-là qui est en train de souffrir. Donc, c'est vraiment des choses, encore une fois, dont je peux parler de long en large. Mais si, en tant que leader, vous n'avez pas cette conscience, des fois, que votre personnalité que vous avez développée dans un moment d'adversité n'est pas la personnalité dont vous avez besoin au jour d'aujourd'hui pour pouvoir prendre de bonnes décisions, vous allez toujours grandir en fait dans ce schéma où vous aurez l'impression que vous êtes toujours en train de vous battre contre tout et tout le monde. Donc, il y a un des slides tout à l'heure où je pense que c'est ce suivant, où en fait, je parle de comment est-ce que chacun réagit au trauma. Et on a généralement, c'est pas celui-là, c'est encore, bon ça je crois que j'ai déjà parlé de ça, comment ça affecte votre bien-être, votre santé. Et je crois que je vais venir sur la partie là, voilà. Votre réponse face au trauma, donc c'est soit le combat. Quand on dit combat, c'est-à-dire que euh, votre système nerveux est activé à chaque fois qu'il y a un événement, il y a un mot, il y a une parole, il y a quelque chose qui est dit, qui vous fait penser à la situation que vous avez déjà vécue. Donc, vous êtes dans un schéma action-réaction. Vous ne prenez pas le temps de vous poser pour demander est-ce que, est-ce que, est-ce que. Il n'y a pas de temps de réflexion, c'est action, réflexion, action, action, réaction. Il y a donc la deuxième qui est la fuite, c'est-à-dire que quand il y a un événement qui se passe et que vous avez l'impression que ça trigger, donc ça réveille un trauma ou une douleur en vous, vous avez tout simplement ignoré.
Donc, souvent, on voit des gens qui sont en train de procrastiner ou des gens qui sont toujours très mélos. Et on ne sait pas toujours pourquoi, mais des fois, c'est parce qu'ils ont subi tellement de traumas, ils ont subi tellement d'adversités, ils ont subi tellement de choses qu'ils préfèrent juste ne plus engager, en fait, avec toute forme de stress. Et donc, ils se détachent complètement de la réalité. La troisième réaction, c'est ce qu'on appelle le freeze, c'est-à-dire que là, vous êtes gelé. Quand il faut prendre une décision, vous ne réagissez pas. Donc, vous avez des personnes comme ça qui sont des responsables, par exemple, dans des entreprises et qui ne prennent jamais de vraies décisions. Ils sont dans l'entreprise, mais quand il faut prendre des décisions importantes, ils préfèrent déléguer ou complètement se détacher en fait de cette responsabilité-là. Donc, il y a une dissociation qui se fait et qui, même sur le plan physique, en fait, se traduit par une diminution du rythme cardiaque et un engourdissement, en fait. Donc, je ne sais pas s'il y a peut-être des témoignages de personnes. Si en regardant ça, vous pouvez essayer de voir où est-ce que vous vous situez vous-même en tant que leader dans ce schéma-là. Donc, vous avez ce côté-là. Vous avez aussi, donc, après, ce qu'on appelle la sévérité. La sévérité, ce sont toutes les personnes qui développent ce qu'on appelle le people pleasing. C'est-à-dire qu'ils veulent plaire à tout le monde parce qu'ils ont été rejetés ou bien parce qu'ils ont été dans un environnement où ils n'étaient pas valorisés. Tout ce qu'ils font est fait dans le schéma ou dans la perspective de faire plaisir, de toujours plaire aux gens, de toujours servir. Et c'est des gens, des fois, qui se dépassent, en fait, dans le service à autrui, au point de ne pas mettre de barrière, au point de carrément perdre eux-mêmes leurs priorités et faire, par exemple, des urgences des autres leurs priorités, comme je dis souvent dans mes ateliers. Donc, c'est très important de savoir quel est votre style ou votre réponse au trauma. Ça peut être un ou l'autre. Hein. Ça dépend aussi de... Ça peut être, par exemple, pour un certain type de trauma, vous êtes plus du genre à fuir et pour d'autres, vous êtes plus combatif, par exemple. Donc, ça peut être un mélange de ces deux-là. Et il y a ce qu'on appelle l'effondrement. Là, c'est carrément une personne qui se détache et qui ne veut rien avoir avec ce qui se passe. Donc, le danger est perçu comme insurmontable et la personne diminue carrément son énergie. Il y a une perte de motivation, dépression chronique, fatigue et vraiment un sentiment d'impuissance face à la situation. Je ne vois pas vos visages. Bon, je vais répéter pour ceux qui viennent d'arriver. J'aime J'ai bien voir les visages de ceux qui sont là, ceux qui peuvent, si vous pouvez mettre la caméra, je pense que ce serait vraiment intéressant. j'ai une question du coup, Carly, Vas-y, vas-y, vas-y. parce que donc bon, hein, par rapport aux personnes que je suis, il y a un masque qui revient souvent, c'est Mhm. celui du perfectionniste. Tu Mm. mets dans quoi? Ça, c'est le people pleaser. Et puis, Mhm. il y a aussi d'autres personnes dont je vois qui sont effectivement incapables de prendre une... Enfin, c'est-à-dire qui sont incapables de prendre des décisions. C'est-à-dire, c'est comme si euh, il y a le choix A, il y a le choix B. Je me dis, une personne normale, même qui n'est pas chrétienne, hein, Oui, oui, bien sûr. tu fais les pros, les contre, Et tu prends ta décision. et tu prends la décision là où il y a le plus de pros. Mhm. En sachant que même si tu t'es trompé, entre guillemets, Mhm. tu peux toujours revenir en arrière et revenir, reprendre ton choix B dans la plupart des cas. Mais je vois Mhm. certaines personnes, il y en a certains dans le groupe là, ça fait 2 ans, 3 ans, incapables de prendre une décision, tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est vraiment, comme je dis, c'est mon combat. Du coup, je pense que vous le savez. Je ne vais pas arrêter de le répéter. Dans nos sociétés, je me dis que j'en parle aux adultes aujourd'hui, mais l'idée pour moi, c'est vraiment d'aller à la source maintenant au niveau des enfants. C'est de pouvoir trouver un moyen de permettre aux enfants de s'exprimer sans que ce soit vu comme un manque de respect, mais sans aussi qu'on arrive dans l'extrême où l'enfant commence maintenant à te manquer de respect. Mhm. Parce qu'il y a des situations où, par exemple, il y a des situations précises qui se passent dans nos sociétés, mais l'enfant ne peut pas parler parce que quand l'enfant parle, il y a ce côté vraiment droit d'aînesse, il y a cette pression de
les anciens, les sages, etc., qui fait que soit on ne croit pas ce que l'enfant dit, ou on diminue carrément la relevance de l'enfant, sa crédibilité, et ça fait un enfant qui grandit en fait avec un problème de confiance en lui. Donc, vous allez voir que ça va se traduire des fois par il va compenser en mangeant un peu trop. Parce que ça aussi, c'est, comme j'ai montré tout à l'heure, l'obésité est un signe en fait de trauma. Qu'on le veuille ou non, l'obésité est un signe de trauma. Une personne qui a été abusée sexuellement, par exemple, elle aura tendance à vouloir maintenant prendre le dessus en ayant plusieurs conquêtes sexuelles. Et ça, c'est comme, enfin, si je ramène ça sur le plan spirituel, c'est une des façons dont l'ennemi s'introduit en fait dans la vie des gens de façon très insigneuse. En vous donnant justement, comme je disais, quand une partie de votre âme est brisée, bah, vous allez maintenant choisir le pouvoir. Donc le pouvoir, vous allez prendre le pouvoir en contrepartie de donner votre corps, par exemple, ou de sceller des alliances qui ne sont pas des alliances qui sont saines et qui auront des conséquences après sur le plan spirituel. Je pense que vous tous, je ne vais pas vous faire le cours sur ça, mais bon, vous tous, vous savez plus ou moins ce que ça représente, les liens d'âme, etc., etc. Donc, c'est vraiment important, je pense, après la conversation d'aujourd'hui, que vous puissiez, en tout cas, c'est mon but, parce qu'on ne peut pas rentrer dans tous les détails ou bien en une heure, mais que chacun puisse se poser et faire le point des événements de sa vie, que ce soit la séparation de parents, que ce soit même un divorce, que ce soit même une rupture, que ce soit la trahison d'un être cher, que ce soit la perte d'un être cher, que ce soit des fois, en tant que parent, on a des attentes pour les enfants et ça ne se passe pas comme on veut. Ça aussi, c'est une perte. C'est une perte, c'est quelque chose qui vous rend triste, il y a une espèce de désespoir, en fait, qui peut être créé dans des situations comme ça. Donc, vraiment, pour moi, mon premier stade, on va dire, dans ce combat, c'est la prise de conscience. Prise de conscience du fait que peut-être que quand quelque chose active un certain sentiment en moi, il faut que je me demande pourquoi est-ce que je ressens ça quand telle personne dit ça. Pourquoi est-ce que je ne veux pas qu'on me touche, par exemple? Pourquoi je ne supporte pas qu'on me touche? Pourquoi est-ce que, pourquoi? Pour essayer de comprendre, en fait, la source et essayer de mieux se connaître. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de connaître ses forces, de connaître ses faiblesses, de connaître ce qui peut être pour vous un élément déclencheur, ce qui peut être pour vous un point d'accès qui, par exemple, va vous rappeler que vous devez, par exemple, travailler sur vous ou bien essayer d'améliorer ce domaine-là. Et même quand on regarde, quel exemple je peux donner, par exemple? On se retrouve des fois, même dans le monde du travail, dans des environnements où les patrons sont un peu abusifs. Et donc, du coup, on est obligé de subir alors qu'en réalité, ça crée vraiment cette tension. Donc, c'est une chose que le stimulus ou bien votre capacité à vous défendre soit activée constamment, mais quand elle est activée, mais que vous ne pouvez rien faire et qu'il y a ce sentiment d'impuissance parce que l'abuseur vit avec vous, l'abuseur, des fois même, c'est votre parent, l'abuseur, parce que ça peut être physique, mais ça peut être aussi par la bouche les gens qui ont été dans des relations avec des narcissiques, ben, c'est un peu ça en fait. Ils ont besoin de vous rabaisser pour eux prendre le dessus. Donc, quand on parle d'abus, souvent on parle d'abus physique, mais en fait, non, c'est pas que ça. La pire des formes d'abus, je crois que c'est l'abus mental et moral, où en fait, tu n'as aucune preuve, tu peux pas montrer qu'on t'a frappé, tu peux pas montrer que voilà, tu as telle trace, mais psychologiquement, la personne devant tout le monde, elle sourit, mais en réalité, quand vous êtes que tous les deux, bah, elle te fait savoir que tu ne vaux rien. Et ça peut être dans le cadre relationnel ou ça peut être dans le cadre professionnel. L'idée au jour d'aujourd'hui, c'est vous en tant que leader, et quand je dis leader, vous êtes tous des leaders. Un parent, c'est un leader. Du moment où vous avez une autorité sur un être, vous êtes un leader. Quel type de leader est-ce que vous voulez être? Quel type de leadership vous voulez développer?
quel genre de boss, entre guillemets, vous voulez être? Où est-ce que vous en êtes vous-même dans votre vie? Est-ce que vous vous connaissez assez? Est-ce que vous connaissez vos points faibles? Est-ce que vous connaissez vos points forts? Est-ce que vous connaissez comment dirais-je, entre guillemets, les démons qui sont en vous? Parce que vous ne pouvez pas aller vers un processus de délivrance si vous n'avez pas pris le temps de connaître, par exemple, votre passé. Est-ce que vous avez posé des questions, par exemple, sur quels sont les schémas qui se répètent, par exemple, dans votre famille? Est-ce que dans votre famille, les femmes ne se marient pas? Est-ce que dans votre famille, par exemple, on n'arrive pas à avoir d'enfants? Il y a tellement de choses que je peux dire sur le trauma, mais comme, encore une fois, on n'a pas beaucoup de temps, je préfère, par exemple, que si vous avez des questions précises, que vous me les posiez et que moi, je puisse à ce moment-là rebondir sur vos questions. Mais en gros, pour revenir au trauma et aux réponses au trauma, donc ce sont des réponses qui généralement participent à la définition de notre identité. Donc, vous allez voir qu'on parle souvent, en tout cas ici, du phénomène de Black Angry Woman. On dit souvent que les femmes noires sont des femmes qui sont agressives, qui sont... Oui, parce qu'en fait, quand tu regardes l'histoire même de l'esclavage, etc., ben, elles ont subi tellement que, euh, même si elle, directement, en tant que femme, elle n'a pas subi parce qu'elle est de cette génération, parce que le trauma est intergénérationnel et que ça se transmet dans les gènes, ça c'est un autre point aussi du trauma, bah, du coup, elle a ça dans ses gènes. Quelque part dans sa mémoire, au niveau de son ADN, bah, il y a une réponse en fait à l'agression, par l'agression, par exemple, de quelqu'un va vouloir peut-être abuser d'elle, que ce soit verbalement ou bien que ce soit physiquement ou bien abuser de ses droits. Donc, il y a tellement de subtilité dans comment est-ce qu'on développe une réaction au trauma que c'est important à un moment de sa vie de se poser et de se dire, OK, qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux faire? Oui, Agnès. Tu es sur enlève ton, ouais. Oui, quand tu dis que ça se transmet dans les gènes, Mm. je je Tu comprends vois pas pas très comment? bien. Parce que bon, OK. peut-être à travers l'éducation, la personne qui a vécu certaines choses a peut-être une manière de réagir, une manière d'être, une manière de penser qu'elle va transmettre, mais au niveau des gènes, je Alors, comprends pas très bien. je sais pas comment t'expliquer ça, mais dans ton ADN, Mmh. même scientifiquement, l'ADN, c'est ton historique générationnel, n'est-ce pas? Ben, si dans ton ADN, il y a cette trace-là, en fait. Il y a les traces du trauma. Et même quand on parle même d'éducation, ben, par exemple, quand une famille raconte son histoire, ben, elle raconte l'histoire du point de vue de ce qu'elle a vécu. Par exemple, quand tu regardes l'exemple que je donne souvent, ben, quand on a peur des chiens en tant que parent, ben, on éduque ses enfants avec la peur des chiens. Tout à fait, on transmet, oui. On transmet, en Ouais. fait. Mmh. Ça, c'est de façon physique, mais même de façon, en fait, spirituelle et scientifique, c'est prouvé que le trauma se transmet générationnellement. OK. C'est un, Parce que le sang, en fait, a une puissance. Le sang retient. Le sang a une mémoire. Mmh. L'ADN a une mémoire. c'est un champ qu'on appelle épigénétique. OK. Mmh. Parce que au-delà de l'ADN qui donne bon, la couleur des yeux, la forme des oreilles, tout ça là, il y a une partie Dans l'ADN dans qui les retient la mémoire. ADN qui est un peu fouillis, mais dans ce fouillis-là, c'est pas du déchet en fait. C'est dans ce fouillis-là qu'on appelle l'épigénétique que se transmettent certains traumas. Et tu vas voir par exemple, pour te donner un exemple concret, par exemple, ma mère a grandi sans du tout connaître son père. Elle n'a jamais connu, elle n'a pas vécu avec lui. Ils ont été séparés quand elle avait, je sais pas, peut-être 2 ans. Donc, elle n'a pas connu ce monsieur. Et il est mort aussi, elle l'a pas revu. Hmm. Quand ses frères et sœurs à elle la voient, ils lui disent, ah, mais tu réagis exactement comme papa. Papa qu'elle n'a jamais vu, papa Hmm. qu'elle n'a jamais connu, papa qui ne l'a pas éduqué, papa qu'il n'y a pas eu d'échange, de trucs, mais elle a certaines réactions
elle a certaines attitudes, elle a certaines, même Des réflexes. de corps, des réflexes qui, quand ses frères la voient, eux qui ont vu leur père, ils disent, mais papa faisait comme ça, mais elle a jamais vu le papa en question. Mhm. Ça sort. C'est l'épigénétique. Et il y a certaines personnes, tu vas voir, qui ont, par exemple, leurs parents ont vécu un traumatisme de la guerre. Mhm. Et tu vas voir que peut-être c'est des gens qui vont faire je sais pas, des réserves de manière compulsive. Parce que pendant la guerre, les parents ont vécu le manque. Pendant la guerre, les parents n'avaient pas assez à manger. Et eux qui sont là en 2025 où tout est chill, il suffit d'aller au supermarché du coin à n'importe quel moment, mais tu vas voir que ils vont voilà, stocker des nourritures pour compenser un trauma qu'en plus ils n'ont même Ils pas. n'ont pas vécu Ok, directement. ok. Mm. Mhm. C'est pour ça que je dis que des fois, c'est important de poser des questions autour de soi pour avoir l'historique un peu de sa famille, Mm. pour essayer de retracer un peu son histoire génétique, même son histoire personnelle, et de pouvoir vraiment apprendre à se connaître. Parce que au bout du compte, tout ce qu'on fait, moi je dis toujours, il y a une chose, quand on se connaît, on connaît ses limites, on connaît ses points forts, on a une capacité à, à développer une confiance en fait en soi. Parce que en fait, le problème de l'identité réside dans le fait que parce qu'on ne prend pas le temps de se retourner vers l'intérieur de nous-mêmes et de savoir qui on est, en fait, on essaie de regarder autour de nous ben, qui on peut être ou bien comment est-ce qu'on peut prendre un peu d'ici et là pour se construire une personnalité. Alors qu'en réalité, chacun de nous, même dans une même famille, on est né pour différentes choses. On a été programmé par Dieu pour faire différentes choses de différentes façons. Et le fait de pouvoir se comparer à d'autres personnes pour essayer de définir notre identité, c'est une erreur en soi. Parce que ça développe la comparaison, ça développe l'envie, ça développe les frustrations, ça développe beaucoup de choses qui restent négatives. Le travail qu'il y a à faire en termes de développement personnel commence par soi, mais ça commence par soi, mais à travers le Créateur. Comme je dis souvent, c'est Dieu qui vous a créé. Vous n'allez pas aller demander alors, Valdez, je te donne la parole dans quelques secondes. Vous n'allez pas aller demander bon, tu as une Toyota, tu ne vas pas aller chez Hyundai pour demander à Hyundai comment tu gères ta Toyota. Donc, en gros, il faut toujours aller vers le créateur pour avoir des pistes sur qui on est et sur comment on se développe. Et c'est, en tout cas pour moi, en plus du coaching, en plus du développement personnel, en plus de l'accompagnement, un des moyens dont on a des fois des révélations sur soi-même. Valdez? Oui, bonsoir. Ce n'était pas pour te couper lorsque j'ai levé la main, hein. C'était Non, non, juste non, pour... vas-y, je t'en prie. D'accord. Euh, moi, j'ai une toute autre question. D'accord. Donc, je vais être transparente, c'est vraiment par rapport à moi. Que j'ai grandi, je peux le dire, dans un environnement masculin très toxique. J'ai eu un très bon père, mais j'ai pas vu un bon époux à mon père. Et j'ai eu aussi des grands frères. Bon, j'ai des grands frères qui sont très tyrans, très dominateurs. Ce Mhm. qui fait que j'ai grandi comme avec une certaine colère vis-à-vis du sexe opposé. Et Mhm. lorsque je me suis mariée, donc je peux voir cela juste se répercuter dans ma relation avec mon époux. Par exemple, bon, j'essaie de travailler là-dessus. Par exemple, mon époux, c'est quelqu'un de très calme. Il est vraiment l'opposé de ce que moi j'ai connu. Par exemple, bah, une fois dans un échange, il m'a juste dit cette parole. Une femme sage, lorsqu'elle amène des conflits, elle amène de manière sage, avec douceur. Et j'ai comme pété un plomb parce que ça m'a ramené en fait dans mon enfance où mes grands frères pouvaient juste des fois me donner une gifle et me dire de me taire. Voilà, tu vis des injustices parce que tu es une jeune fille, tu es une femme, fais silence. Voilà, tu n'as rien à dire. Voilà, tu obéis. Et donc, Mhm. du coup, j'étais vraiment dans tous mes états. Et Révolté. lui-même, Mhm. voilà, lui-même, il n'a pas du tout compris. Bon, après, quand je suis restée tranquille, donc j'ai su d'où ça venait et comment, en fait,
euh, je peux me débarrasser de ça parce que j'ai vraiment une âme lourde par rapport à cela. Même des fois, je peux avoir des colères vis-à-vis de mon mari, alors qu'il n'a rien fait. C'est quelqu'un de très doux. Juste par rapport à ce passé-là qui me colle en fait à la peau. Comment m'en débarrasser? Bah, déjà, je pense que le fait même que tu en aies conscience est un bon début. Parce que du coup, parce qu'il y en a qui ne se rendent même pas compte, en fait, qu'ils ont ça en eux. D'avoir cette colère et cette rage-là. Euh, au-delà de la violence et de l'abus qui a été physique, et moral et même psychologique et émotionnel, c'est de prendre le temps déjà de pardonner. Ce que je dis souvent, c'est de pardonner. Parce que c'est dans le pardon que tu vas trouver la paix, en fait. Et une fois que tu trouves la paix, tu es capable maintenant, toi, de pouvoir répercuter cette paix-là. Mais tant que tu ne pardonnes pas à tes frères, tant que tu n'as pas cette démarche de ne pas attendre d'eux qu'ils viennent s'excuser ou bien quoi que ce soit, en fait, tu es prisonnière en fait de cet acte-là. C'est-à-dire que tu es encore en train de vivre quelque part dans la petite fille en toi qui se faisait gifler ou abuser par ses frères ou les hommes autour d'elle, ben, elle est encore là en fait. Elle est encore quelque part, c'est-à-dire qu'il y a une dissociation entre toi, adulte, marié maintenant, et cette petite fille qui est restée dans la maison de son père en train de continuer à se faire gifler. Et donc, l'adulte que tu es est en train de réagir par rapport à la petite fille. Donc, il faut déjà que tu puisses, comme on dit, la localiser et pouvoir justement faire le travail avec elle pour la ramener pour que vous soyez un. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Valdez. Je vois, mais C'est un cheminement et ça commence par le pardon. D'accord. Ça commence par le pardon et si tu veux, on peut se parler offline après pour rentrer dans les détails parce que, bon, il faudrait que je puisse vraiment avoir un peu plus de détails pour pouvoir t'aider, mais ce que je peux te dire, c'est que ça commence par le pardon. Ça commence D'accord. par le pardon. Il faut vraiment que tu trouves en toi la force de pardonner. Et si tes frères sont ouverts à la conversation, et moi je l'ai fait avec plusieurs personnes dans ma famille, il faut avoir la conversation. Il faut avoir les conversations qui fâchent, il faut avoir les conversations qui sont mal à l'aise. Il faut que tu puisses leur dire comment est-ce que ce qu'ils ont fait affecte ta vie aujourd'hui en tant qu'adulte et qu'ils puissent le comprendre parce que généralement, ce genre de personnes, ils ont des filles. Et après, Oui, ils ne réalisent pas pourquoi leurs filles prennent certaines décisions ou font certains choix d'hommes. Parce qu'elles les voient en train d'abuser de leur mère ou d'abuser de leur sœur ou d'abuser de la gente féminine. Et donc, du coup, ça fait que l'enfant, voilà, une situation, une expérience adverse pour un enfant, du coup, elle se dit, ah non, moi, je ne veux jamais être comme ça. Tu vois, mhm. donc il faut vraiment, si tu as la possibilité, avoir la conversation avec tes frères et en parler et puis te libérer déjà pour une première fois. S'ils ne veulent pas avoir la conversation, il faut trouver d'autres moyens. Ça peut être par le journal, ça peut être par la thérapie, ça peut être par l'accompagnement, la prière. Il y a tellement de moyens. Mais il faut que tu fasses le cheminement pour toi-même te libérer. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Mais tu pourras demander aussi mes contacts à Oui, Rosemary. Oui, oui, je veux bien. Oui, je veux bien. oui. Merci. De toute façon, je vais donner des contacts quand je vais quand je vais envoyer les replays. D'accord, ok. Je donnerai des contacts. Ok, super. Donc, en fait, Oui, il y a Colette qui a une question dans Ah, d'accord, ok. You, Vas-y, Colette. Colette. Je peux pas. Oui, Oui, bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? oui, 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 donc bonjour coach Rosemary, bonjour coach Carlita. Donc moi c'est Colette. Je voudrais rebondir en fait par rapport à votre récit et de tout à l'heure. En fait, c'est vrai que le processus de guérison commence par le pardon. Mais quand vous avez pardonné, et en fait, ça fait des années que vous avez pardonné et que vous voyez quand même qu'il y a quand même des réactions en fait en vous qui demeurent. Donc, comment faire pour guérir complètement? Parce que moi, personnellement, je rejoins un petit peu, je ne sais pas qui c'est
qui a pris la parole tout à l'heure. C'était Valdez. Elle disait qu'elle a des traumas. Voilà. Moi, j'ai subi des traumas, en fait, déjà dans ma famille proche, c'est-à-dire mon père, ma mère. Donc, c'était physique et moral. Moral. Mes sœurs et mes 2 oncles et mon ex-mari. Donc, j'ai subi des violences vraiment physiques graves et qui m'ont même, voilà, j'ai été hospitalisée, etc. à plusieurs reprises. Et j'ai été, en fait, pendant tout le temps que j'étais chez ma mère, en fait, voilà, c'était aussi verbal, etc. Mais c'était vraiment quelque chose de très toxique. Donc, je me suis, bon, j'ai été abandonnée après, elle m'a abandonnée à l'âge de 11 ans, je me suis retrouvée en métropole et tout et tout. Et ben, je me suis mariée et je suis tombée encore à nouveau sur un homme qui était très toxique, qui paraissait aimer le Seigneur, mais en fait, lui aussi, il avait, en fait, on va dire, entre guillemets, ses démons. Je n'avais pas vu puisque, bon, j'étais jeune, je connaissais rien de l'amour, etc. Donc aussi, j'ai été abusée aussi physiquement et moralement. Donc, j'ai pardonné. Ça fait maintenant 25 ans que je suis en Christ. Mais je me rends compte quand même, ben, par exemple, je suis quelqu'un, je n'aime pas quand on me touche, homme ou femme. Je n'aime pas du tout ça. C'est-à-dire qu'avant, ça s'exprimait par, dès qu'on me touchait, ma main ben, pouvait porter au visage de la personne, mais je ne me rendais même pas compte en fait. Je m'excusais, mais c'était automatique. Bon, avec le temps, avec le cheminement avec Christ, ben, en fait, il y a des choses qui se sont détachées de moi, mais aujourd'hui, ça persiste encore. Moi, je n'aime pas quand on me touche. Il ne faut surtout pas me toucher, toucher mon visage, mes cheveux, ma peau. En fait, quel que soit l'endroit de mon corps, je n'aime pas qu'on me touche. Ça provoque en moi une réaction de burk, je sais pas. Ouais, de dégoût. C'est sale et je sens que j'ai besoin de me laver. Et souvent, je fais ça, je commence à prier, je passe ma main. Voilà, je me sens vraiment très mal. Et j'aime pas ça et ça résonne beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai rencontré, en fait, je connaissais pas la dame et elle m'a dit, ah, vous avez l'air vraiment très gentil. Et elle m'a fait un petit tapotement comme ça sur le bras. J'étais tellement mal et j'avais l'impression, en fait, que mon bras, en fait, avait un truc dessus. Et je me suis mise à prier et tout ça. Après, je me dis, mais non, mais c'est pas normal. En fait, je me disais, c'est normal, en même temps, c'est pas normal. Mais je comprends pourquoi c'est mon corps qui réagit, en fait, au toucher. Par contre, je ne fais pas de crise de colère. J'ai pas... Moi, mes réactions, en fait, c'est que je n'aime pas qu'on me touche. J'aime pas J'aime pas les situations conflictuelles, les gens qui crient tout le temps, qui aiment toujours avoir raison, qui n'essayent pas de comprendre l'autre. Ça, c'est des trucs que je fuis, en fait. À partir du moment que ça soit au travail ou autre, ami ou pas, je préfère, en fait, mettre terme à la relation plutôt que de rentrer dans des conflits. C'est des choses que je ne supporte pas du tout. Ok, donc tu es plus dans la fuite, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, par rapport à ça, moi, ce que je voulais savoir, comme vous aviez dit que la guérison commence par le pardon, j'aurais souhaité savoir qu'est-ce qu'il faut d'autre, puisque moi, j'ai il faut beaucoup de choses d'autres. à toute ma famille. Voilà, justement, mais ça fait des années que que je travaille sur ça. J'ai fait beaucoup de développement personnel, mais je me rends compte, en fait, qu'il y a encore des choses qui sont là. Alors, les développements personnels que tu as fait, c'était dans quel sens? C'était aussi spirituel ou c'était juste développement personnel? Les deux. Ok. Et parce qu'au-delà du pardon, après, je pense qu'il y a le processus de guérison en lui-même qui doit se faire. Et ce processus, en tout cas, de mon côté, ne peut pas se faire sans... Tu veux pas que j'ai ta place, peut-être? Allô? Oui, je suis là. Je ne sais pas qui a parlé, c'est pour moi. Ah, ok, d'accord. Donc, oui, donc après le pardon, il y a la guérison qui commence. Et la guérison, c'est tant que la plaie elle est là, ben, dès que quelqu'un va l'effleurer, ben, ça fait mal. Donc, comme j'ai dit au début, ben, dès qu'on effleure la plaie, ça fait mal. Donc, forcément, tu rejettes, tu réagis pour protéger ta plaie, en fait, pour ne pas que quelqu'un la touche. Parce qu'il y a une infection qui est là et qui est réelle, en fait. C'est que quelque part, tu n'es plus en train de vivre la situation ou les situations qui se sont passées,
mais parce que ça s'est tellement passé, répété, que ta programmation, elle est encore là. Le virus, il est encore là. Il faut un moment qu'on puisse te reprogrammer, te refaire un travail au niveau de la programmation neurolinguistique sur l'estime de soi, sur les déclarations, sur la prière, etc., pour accompagner le processus de guérison. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, bon, je m'en rappelle depuis l'école, le lycée, tout ça, ben, j'étais toujours en fait, on me choisissait, je ne demandais pas forcément, on me choisissait pour être déléguée des classes, je me retrouvais toujours à la tête de beaucoup de choses et j'aimais ça en fait. J'ai eu 3 entreprises et ben, à chaque fois, en fait, je sais pas, j'avais l'impression en fait de perdre confiance en moi et au fur et à mesure, ça a commencé à dégringoler jusqu'à aujourd'hui. Des fois, voilà, j'ai envie de faire plein de choses et tout ça. Je commence fort et après, je sais pas, ça prend le dessus et je me rends compte que en fait, c'est latent, mais je sais que c'est un rapport avec mon enfance, en fait, avec Bien tous sûr, ces traumas bien sûr. en fait, moi, ce qui m'a beaucoup blessée, c'est que ça vient en fait de mon père et de ma mère. Et Les que personnes qui sont censées être des barrières, en fait, qui t'ont exposé, en fait. Donc, tu as voilà. perdu confiance en l'autre, tu as perdu confiance en l'autorité. Et donc, généralement, quand c'est comme ça, même quand tu es dans un environnement professionnel, tu n'aimes pas le rapport à l'autorité qui est genre, qui t'étouffe ou bien qui s'impose à toi, en fait. Parce que tu as l'impression que c'est toujours quelque chose qui n'est pas fiable. Donc, et c'est pour ça, en fait, quand tu disais tout à l'heure que tu es sorti de chez toi et que tu es retombé sur un homme qui était comme ce que tu avais chez toi, c'est parce que quelque part, que ce soit spirituellement ou que ce soit physiquement, tant que tu n'es pas guéri et que tu saignes, tu vas attirer que des requins. Tu vois ce que je veux dire? Tant que ton... On n'aime pas utiliser le mot énergie, mais tant que ton énergie n'est pas guérie et vraiment que tu n'es pas dans une position où tu es toi-même, bah, tu ne vas attirer que des choses des gens qui sentent en fait que tu es faible, des gens qui sentent que, ah, il est en train de saigner, viens, je vais être... Et souvent, ce sont des narcissiques, des abuseurs, et tu ne vas attirer que ça jusqu'à ce que tu prennes le temps d'arrêter de le faire. Parce que généralement, quand c'est comme ça, tu vas à la première personne qui te fait sentir bien, en tout cas en apparence, qui a l'impression qu'elle prend soin de toi, qui a l'impression qu'elle fait attention à toi, jusqu'à ce qu'elle t'ait et que maintenant, elle te montre son vrai visage. Et donc, tu n'as pas appris pendant tout ce temps à juste être toi et à prendre le temps de guérir avant d'aller dans une autre relation. Donc, généralement, ce qui se passe aussi, c'est que tu vas sauter de relation en relation parce que tu vas sauter de validation, ou alors de vouloir être aimé à vouloir être aimé. Et dès que quelqu'un te donne cette attention, tu as tendance à tomber amoureuse, soi-disant. Mais en fait, ce n'est pas de l'amour, c'est juste que tu n'as pas guéri et donc, du coup, tu n'attires que ce genre de personnes. Et bon, je reviens encore sur le plan spirituel, c'est fait exprès. Sur le plan spirituel, c'est fait exprès pour te maintenir dans le joug parce que plus tu es abusé, plus tu es faible, plus tu es susceptible, en fait, à accepter l'offense, enfin, à garder de l'offense dans ton cœur. Tu sais, des fois, on dit qu'on a pardonné, mais en réalité, quand on regarde au fond, il y a une couche. Quand je dis souvent, il y a toujours plusieurs couches. C'est comme un oignon. Tu penses que tu as pardonné et puis il y a quelque chose qui va se passer qui va te rappeler quelque chose. Et ce trigger-là, il faut que tu arrives au point où vraiment le truc ne te touche même plus. C'est là où tu sens vraiment que même si on te touche, ça ne te dit plus rien parce que là, tu es vraiment guéri. Et la dimension de la guérison dépend aussi de plusieurs choses parce que des fois, on pardonne aux autres, mais on ne se pardonne pas à soi-même d'être tombé dans certains pièges. On ne se pardonne pas à soi-même de ne pas avoir fait attention aux red flags. On ne se pardonne pas à soi-même de ne pas avoir évité certaines choses. Donc, quand on parle de pardon, vraiment, il y a plusieurs dimensions au pardon. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Colette. Donc, vraiment, c'est des sujets qui sont sensibles, surtout quand on parle d'abus physique et moral et mental. Pas juste une fois, encore une fois, tu étais vraiment dans l'environnement, mais à ce moment-là, il y a une dissociation qui se fait. Oui, que tu le veuilles ou non, il y a une dissociation qui se fait pour ne pas que tu souffres trop, tu vas te dissocier en fait.
D'accord. Tu vois? Donc, il faut vraiment que, oui, tu as pardonné, dans quelle mesure? À voir. Oui, tu as pardonné, mais est-ce que tu t'es pardonné à toi-même? Tu vois, on peut échanger, on peut vraiment poser plein de questions, mais est-ce que au jour d'aujourd'hui, quand tu es assise avec toi-même et qu'il n'y a personne d'autre, qu'est-ce que tu te dis? Comment tu te vois? Et l'autre chose que je dis aussi, c'est que quand tu te connais et que tu connais ta destinée, que tu connais ce à quoi tu es appelé, tu comprends beaucoup plus vite et tu comprends beaucoup mieux pourquoi certaines choses te sont arrivées et tu as une tendance à l'accepter et à pouvoir retourner ça pour rendre gloire à Dieu et non pour glorifier l'ennemi. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu vraiment dans ce que j'appelle la délivrance et le cheminement vers la liberté. C'est beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a le pardon, il y a la repentance, il y a beaucoup de choses. Il y a même le côté familial. Il est en anglais celui-là. Ok, d'accord. Et il y a même le côté familial. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Et généralement, on est dans une société où on veut des solutions rapides. Mais en vérité, les choses ne sont pas arrivées d'un coup. C'est arrivé au fur et à mesure, plusieurs fois pendant que tu étais petite, plusieurs fois pendant que tu as grandi, plusieurs fois. Et donc, il y a une programmation qui a été faite sur plusieurs couches. Donc, tu ne peux pas juste guérir une couche ou bien enlever une couche et te dire, OK, c'est bon, je suis bien là. Tu vois ce que je veux dire? Et vous avez parlé de reprogrammation, c'est-à-dire, vous avez parlé de reprogrammer. Alors, c'est en fonction de ce que c'est, ou quand on fait le premier diagnostic, ou bien quand on fait notre premier échange et que je vois un peu où tu t'es situé, etc., ben, il y a des exercices ou des déclarations, ça peut être des prières, ça peut être en fonction de ce que c'est. Tu vois, je vais te donner des choses à faire, etc. Et des fois, par exemple, pour une personne qui a un problème de confiance en soi, et généralement, des fois, ce qu'on fait, c'est que quand on a été abusé, on commence à abuser soi-même de son corps. On se laisse grossir, on se laisse, comme je disais, sur les effets même physiques. C'est-à-dire que physiquement, tu commences à te laisser aller. Tu commences à ne plus prendre soin de toi. Tu commences à vraiment ne plus vouloir qu'on te voie. Et donc, du coup, tu te négliges. Et donc, quand c'est comme ça, ben, à un moment, ben, le travail que tu dois faire, c'est déjà de réaliser que tu es belle et que le fait d'être belle n'est pas synonyme d'abus à chaque fois. Parce que c'était le cas. Ben, des fois, ou bien alors que tu es belle, tu arrives à l'église, on te dit que tu es une Jézabel. Parce qu'on parle d'abus dans la famille, mais il faut qu'on parle aussi de l'église, hein, pour ceux qui sont chrétiens ou autres. Ben, dès qu'on voit une belle femme, ben, c'est une Jézabel qui est venue chercher le pasteur. Non, en fait. Voilà, c'est Donc, ça, c'est donc vrai. il y a tellement de choses. C'est de l'abus, franchement, psychologique, c'est vrai. C'est vrai. Pardon? Je dis, c'est aussi de l'abus, c'est une forme C'est de l'abus. d'agression, en fait. Oui, c'est de l'abus. Enfin, c'est un des abus que je cite dans le livre, en fait. C'est de l'abus. C'est de l'abus. C'est comme si, genre, si tu es belle, c'est que vraiment, soit tu es une sirène des eaux, ou bien, attends, Dieu ne peut pas faire de belles choses, mais c'est quoi le problème? Mais il est Donc, beau Dieu, donc. franchement. Donc, en vrai, quand on parle de reprogrammation, ça dépend de chaque personne. Parce que ton chemin, ton, ton câblage neuronal n'est pas le même que le mien, n'est pas le même que celui de Agnès, ou bien celui de Manuel, ou bien celui de Claude. On est tous différents. D'accord. Ok, d'accord. Mais Je merci Alors, t'ai un peu aidé, Carlita, au moins, j'espère. Oui, Il nous reste oui, peu de mais temps. Coach Rosemary a dit qu'elle mettra les oui, coordonnées. je vais mettre les coordonnées D'accord. avec Philippe. Alors, Carlita, donc, on va prendre une dernière question D'accord, ça marche. avant de se séparer. Ça marche. Alors, Donna Esther demande, est-ce que pardonner veut dire renoncer à vouloir une justice? Par exemple, j'ai été abusée, je donne un exemple, hein. J'ai été abusée. Je vais chercher mon chargeur, j'arrive. Mhm. Ok. J'ai été abusée étant enfant.
Est-ce que pardonner à mon abuseur ou mon violeur veut dire que je porte pas plainte devant la justice ou bien j'ai été abusée par mon employeur? Est-ce que pardonner signifie que je vais plus devant les tribunaux pour obtenir justice de mes droits ou voilà. Alors, ça, je dirais que c'est généralement, il y a des cas, par exemple, où tu vas aller à la justice, etc. Il y a des cas où, si tu es chrétien, Dieu va te dire qu'il va s'en occuper lui-même. Et je sais que la justice de Dieu est toujours plus forte que celle des hommes. Ça dépend. Mais c'est vrai que tant que tu as ce besoin de vengeance, quelque part, le pardon n'est pas complet. Parce que quand tu pardonnes réellement, en fait, limite, tu arrives, en tout cas, à un certain degré de maturité spirituelle, tu pries pour la personne qui t'a fait du mal. Merci. Je ne sais pas si je peux intervenir aussi sur la question. Bien sûr. Bonsoir tout le monde. Concernant la question de la dame, pour aller dans le sens également de la coach Carlita, ce qui se passe, c'est que est-ce que la question aussi qu'on doit se poser, c'est est-ce que aller à la justice t'aidera à guérir? Parce qu'il arrive souvent que des personnes disent j'irai porter plainte. J'ai déjà eu des cas cette année où la dame a voulu porter plainte parce qu'elle a été blessée, parce qu'elle a vécu certaines choses. Mais finalement, durant le processus judiciaire, parce qu'il est très long le processus judiciaire, le même jour que tu portes plainte, tu n'as pas réparation le même jour. Durant tout le processus judiciaire, ce qui s'est passé, c'est que son cœur était maintenant rongé. Elle était obligée de se rendre à l'hôpital parce qu'elle ne se portait plus bien. Physiquement, elle était atteinte par le procès. Et quand elle m'en a parlé, je dis, mais lâche prise et laisse Dieu régler finalement. Parce que ça ne sert à rien de vouloir que la justice des hommes soit établie pour ce qu'il t'a fait, si au final, tu vas mourir toi-même. Voilà. Et même, ce que je veux dire, c'est que aussi, maintenant, ça devient public, en fait, ton histoire, finalement. Et ça dépend de ce que Exactement. Ça dépend de ce que c'est. Ça dépend de ce que c'est. Rosemary, je crois que je peux pas me rajouter sur l'autre numéro. Parce que du coup, comme c'est éteint. Mais oui, en vrai, c'est vraiment... Vous voyez toujours l'écran ou pas? On voit coach Rosemary. Non, il n'y a plus l'écran. Il n'y a plus l'écran. D'accord, ok. Je suis en train de me reconnecter. Je n'ai pas vu le signe de l'ordinateur qui était... Patrick, super plein. Ouais. Ok, c'est en train de revenir. Mais oui, en fait, c'est du moment où on veut se venger, le mot venger même dénote du fait que la guérison n'est pas encore, ou le pardon n'est pas encore effectif. C'est pas encore effectif. Malheureusement. Et c'est important, en fait, comme je dis, d'attacher tout cela au sens, en fait, de l'identité, dans le sens de la destinée, en fait. Parce que ce que toi, tu vois comme un préjudice qui est effectivement un préjudice, bah, dis-toi que Dieu ne fait pas d'erreur, même si ce n'est pas lui qui l'a recommandé, il va s'en servir pour élever son nom. Il va s'en servir pour élever son nom. Il faut vraiment... et le but, en fait, du malin, quand il vient abuser, comme on dit, il vient pour voler, il vient pour détruire, il vient pour tuer, bah, peut-être qu'il ne te tue pas physiquement, mais par exemple, il va tuer ton estime de toi. Il va pas te détruire physiquement, mais il va détruire ton mental, par exemple. Il va détruire ta capacité à croire en toi. Il va détruire ta capacité à croire en ton rêve. Il va tellement te détourner par la colère, par le désir de vengeance, par d'autres choses, que finalement, tu es distraite, en fait. Tu ne te concentres plus sur ce pourquoi Dieu t'a créé. Et donc, tu es dans une logique de toujours vouloir te venger, toujours vouloir... voilà, tu es assoiffé de ce truc-là. Et du coup, il est content parce que du coup, il est en train de te détourner de ce pourquoi tu as été appelé. Je ne sais pas si ça a du sens. Donc, il faut vraiment toujours inscrire le processus de guérison
dans une logique de glorifier le nom de l'Éternel, dans une logique de vraiment mieux se connaître et de se dire, OK, ça m'est arrivé, ce n'est pas en train de m'arriver en ce moment. Parce que le truc du trauma, c'est que ça vous retient dans le passé. Ça vous retient dans le passé. C'est-à-dire que la mémoire, c'est quelque chose qui est bien, mais en même temps, c'est quelque chose qui est dangereux. Et je dis des fois, il faut se rappeler d'oublier. Moi, il y a une prière que je fais souvent, c'est Seigneur, si j'ai quelque chose dont je me souviens, qui ne sert pas ta volonté pour ma vie, ou qui ne me sert pas dans le sens où ça participe à construire mon avenir, efface ça de ma mémoire. Parce que du coup, tu es tout le temps en train de vivre dans la douleur de ce qui s'est passé, de pourquoi la personne m'a dit ça, pourquoi est-ce que si, pourquoi est-ce que ça, mais en quoi est-ce que ça t'apporte quelque chose qui, au jour d'aujourd'hui, t'aide au jour d'aujourd'hui à vivre ta vie pleinement. Parce que n'oublions pas que le but, c'est que tu puisses vivre ta vie pleinement, que tu puisses profiter de tout ce pourquoi tu as été envoyé, que tu puisses avoir une vie abondante. Mais en quoi est-ce que la douleur te permet de vivre une vie abondante? En fait, moi, personnellement, c'est comme ça que je le vois. Je me dis, OK, si ce n'est pas en train de servir à dérouler le plan de Dieu dans ma vie, c'est que c'est un piège. C'est que je suis en train d'entretenir une conversation avec le diable, comme Ève a fait, c'est-à-dire qu'elle a le temps, elle vient causer, elle vient s'asseoir même sous l'arbre pour causer avec lui, manger la pomme, tout ça là. Mais Joe, tu n'as pas été envoyé ici pour ça. C'est une distraction. Quand il ne peut pas te détourner, il te distrait. Il ne peut pas te détourner, il va te distraire. Il va faire tout ce qu'il faut pour te distraire. Il va faire tout pour te rappeler. Mais est-ce que tu te rappelles que oui, mais en quoi est-ce que ça me sert là au jour d'aujourd'hui? Il faut être très intentionnel sur le fait même de refuser même d'avoir ce genre de conversation. Il faut refuser. Je crois que tu vas devoir me redonner la main pour que je partage. Je pense que je ne sais plus qu'il y a grand-chose encore à partager. Parce que, de toute façon, on n'a plus beaucoup de temps. Ensuite, on n'a plus beaucoup de temps, mais oui, mais bon, je préfère à ce moment-là qu'on se concentre alors sur les questions. Et puis après... Je n'arrive plus à te... Je n'arrive plus à te... Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Non, c'est pas grave. On peut juste échanger. Alors, donc il y a une remarque de Eureka par rapport à la justice qui disait que ça peut permettre d'éviter à l'agresseur de reproduire l'agression envers d'autres innocents. Pas vraiment. En fait, je vois l'exemple. Hein. Par exemple, en France, en ce moment, il y a une grande affaire d'abus sexuels dans une école religieuse. Et si, par exemple, les enfants, à l'époque, avaient porté plainte, et si des professeurs ou responsables avaient été mis en prison, ça aurait évité qu'ils puissent perpétrer des mêmes actes sur d'autres jeunes pendant des générations et des générations, en fait. Oui, bon, ça, je pense que c'est un cas un peu différent. On parle d'un truc public, d'une affaire quand même qui est du domaine public. Mais pour quelque chose qui est privé, si c'est une agression qui s'est faite dans la rue, oui, porte plainte. Oui, mais si par exemple, des fois, c'est des agressions homme-femme, ou bien mari et femme, ou bien frère et soeur, ou bien copain-copine. La vraie question, c'est, bon, déjà même le temps que ça va te coûter, est-ce que ça vaut la peine? Tu vas prendre ton temps, tu vas aller faire tous ces trucs-là. Et en quoi ça participe à ta guérison? Parce qu'au bout du compte, ce que tu veux, c'est guérir. En quoi ça participe à ta guérison? En quoi ça participe au plan de Dieu pour ta vie? En quoi ça participe à toi-même, tes rêves? Je préfère que tu prennes le temps, ce temps-là,
pour te concentrer sur ta guérison, plutôt que d'avoir ce sentiment de haine-là. On dépense tellement d'énergie à vouloir se venger qu'on est tellement distrait, on devient tellement obsesse, on devient tellement focus sur ça qu'en fait, tu perds beaucoup d'autres choses. Et quelque part, le diable, il finit par gagner parce que quelque part, il a réussi en fait à te détourner. Il a réussi à te distraire, il a réussi à te faire perdre ton temps. Et le temps, c'est quelque chose que tu ne peux jamais retrouver. Autant quand tu perds de l'argent, tu peux retrouver, autant Dieu peut te restaurer sur ta guérison, autant Dieu peut te restaurer sur ta peine, autant Dieu peut enlever ta douleur. Mais ton temps, une fois qu'il est parti, il est parti. Alors là, Il y a d'autres questions? oui, d'autres questions, mais on est parti pour Il n'y a plus toute de la temps. nuit, là. Oui, je m'interroge, la guérison est beaucoup plus essentielle que la soif de justice. On pourra refaire même un débat, une discussion là-dessus. Hein. Ouais, Là, l'heure est passée. l'heure est passée. Surtout pour moi qui suis Bien fatiguée. sûr, bien sûr. Car- Merci, car- Rosemary. Non, mais merci beaucoup à toi, c'était vraiment très, 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 très enrichissant. Donc, je te laisse déjà donner oralement ici, ou si tu peux mettre dans le chat, je sais pas, les liens de ton LinkedIn, Oui, enfin, mon LinkedIn, c'est Carlita Rachel Ekwe. Attends, je vais essayer de le retrouver là, vu que l'ordinateur vient de se redémarrer. Je viens Carlita de... est Oui, l'auteur d'un livre que oui. je vous encourage à vous procurer. Donc, je retrouve. Mais sinon, ne te stresse pas. Hein. Sinon, je vais envoyer ça tranquillement avec les... Ouais, Ouais. je suis en train d'ouvrir, mais comme c'est voilà, c'est tellement lent. Ok, on va y arriver. Le titre du livre, c'est quoi, s'il vous plaît? Le, Le titre du le cheminement vers la liberté par la programmation neurolinguistique. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Mais je pense que de toute façon, Rosemary va vous envoyer des liens. Oui, Ouais. je vais partager tout. Et donc, autre chose, comme je dis, la suite, c'est j'ai un événement, une retraite, je crois, Rosemary, qu'on est en train de préparer sur Paris, juin, c'est ça? Oui, en juin, oui, c'est ça. Ouais, fin juin, début juillet, au plus tard. Et pour ceux qui sont du côté du Canada aussi, je ne sais pas si tu as dans ta communauté des gens qui sont au Canada, je serai au Canada en mai Voilà, oui. pour une retraite aussi. Je vais te donner leur contact. Ouais. D'accord, ok, ça marche. Ça marche. En tout cas, j'espère que j'ai pu apporter en tout cas des débuts de réponse à chacun de vous. Et si vous voulez continuer la conversation, n'hésitez pas à me contacter. Je démarre dans quelques semaines ce que j'appelle une Success Story Academy, qui est donc un programme, un membership qui est essentiellement sur le développement et le leadership basé sur la neuroscience. Donc, l'intelligence émotionnelle est vraiment aussi spirituelle, parce que pour moi, ça va ensemble. On a tendance à vraiment séparer ces choses-là, alors que pour moi, l'un n'est pas possible sans l'autre. On parle souvent du rapport entre le cerveau et l'ordinateur, mais en fait, c'est la base de la création, c'est le cerveau. Le cerveau est beaucoup plus développé. On utilise à peine 2% ou bien 5%, il paraît, de la capacité de notre cerveau. Donc, c'est pour vous dire à quel point le cerveau est puissant. Et c'est important de pouvoir justement se programmer de façon intentionnelle, parce que sinon, on se programme dans la négativité. Quand un événement arrive et qu'on n'a pas, de façon intentionnelle, fait le choix de se dire qu'on ne va pas réagir, mais plutôt qu'on va répondre, ce qui demande un temps de réflexion, souvent un temps de prière, vraiment une révélation autour de ça, mais on a tendance à vivre une vie où on est en train de se programmer et programmer notre environnement, programmer nos enfants, programmer en fait vers
un chemin qui n'est pas intentionnel, et tout ce qui n'est pas intentionnel, généralement, laisse cours à beaucoup d'abus. Voilà. Donc, je vous invite vraiment en tout cas après aujourd'hui, à réaliser que vous le vouliez ou non, vous faites de la programmation neurolinguistique tous les jours. Sauf qu'il faut le faire de façon intentionnelle, il faut le faire dans un sens où ça participe à la réalisation de vos rêves, ou en tout cas du rêve de Dieu pour votre vie. Amen, amen. Et effectivement, et je suivais aujourd'hui, effectivement, on n'utilise pas le 100% des capacités de notre cerveau, mais malgré tout, ça mobilise 20% c'est-à-dire 20% de l'énergie Oui. de notre organisme sert à faire fonctionner notre cerveau, en fait. Et les 80% restants, tout le reste de tous les organes. Donc, le cerveau est vraiment, vraiment important. Et j'aimais quand j'étais à Dakar ce slogan. Donc c'était une radio musulmane, mais j'ai mis un slogan: Dieu existe et depuis il a tout créé, même la radio. Mais j'ai envie de dire: Dieu existe et depuis il a tout créé, même le cerveau. Parce que Surtout le cerveau, oui. souvent, quand on est chrétien, on veut être fâché avec la science, mais qui a créé le corps humain? Qui a créé le fonctionnement du corps humain? Qui a créé le cerveau? Qui a créé comment le cerveau fonctionne? Qui a créé comment le cerveau réagit? Qui a créé comment... Voilà, tout ça là, c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, Ouais. donc, encore une fois, merci, 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 Carolina. Merci à vous tous qui êtes venus. Merci à vous tous pour votre... Merci, c'était très intéressant. Merci beaucoup, vraiment, c'était Et super. ça mériterait de continuer les discussions. Vraiment, super. On attend le replay parce que c'était vraiment intéressant, vraiment. Et Ah, On va merci se Mireille. se procurer le livre aussi, vraiment. ouais, D'accord, ok, ça oui. marche. Vraiment. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci. Bye bye. 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 Bonne soirée à tous. Bye bye. Bye bye.